Lorsqu'on pense archives d'architecture et archives départementales, la première référence, la première idée que l'on a, c'est les collections et les fonds de permis de construire. Vous savez que malheureusement, l'actualité des archives de Paris et des archives des permis de construire est compliquée actuellement par le blocage de la communication de nos fonds les plus anciens, la fameuse série des VO11. Je comptais utiliser notre site internet pour vous montrer les sources complémentaires. Et je vais y arriver normalement par ce biais-là. Et dans un premier temps, vous montrer comment nous avons essayé de travailler à vous proposer des sources alternatives à cette fameuse collection des VO11, donc des permis de construire qui ne sont pas communicables aujourd'hui pour des raisons sanitaires, puisque les formulaires de demande de permis de construire de la fin du 19e et du début du 20e ont été effectués sur des papiers composés à base de fibres d'amiante, et pour des raisons de santé publique, les archives de Paris ont bloqué l'accès total à ce fonds. Finalement, cette catastrophe qui se double de la catastrophe du blocage des calepins du cadastre, qui est l'autre fonds qui aide à documenter l'architecture parisienne du 19e et du 20e siècle, nous a poussé à travailler un peu plus vite et à essayer de proposer aux lecteurs d'autres fonds qui, dans aucun cas, n'arrivent à rivaliser avec le document d'origine du permis de construire, et notamment à mettre en ligne un peu en catastrophe et de manière pas forcément satisfaisante, les dessins d'architecture qui, pour des raisons de conservation, ont été extraits des dossiers d'origine du permis de construire. Et c'est un fonds qui a été... Il s'agit de plans extraits de dossiers, de calques mis à plat et conservés à part, qui donc ont pu faire l'objet d'une numérisation rapide et d'une première mise en ligne rapide. Vous avez ici à l'écran l'embryon, juste le formulaire de recherche sur ce fonds-là, fait rapidement en catastrophe, mais qui permet pour nous d'interroger pour la première fois un fonds aux archives de Paris sur les noms d'architectes et sur l'adresse. Sinon, l'accès à ces fonds de permis de construire sont exclusivement par le biais de la recherche topographique, c'est-à-dire dans notre onglet recherche, par le biais de la saisie d'un nom de voie où l'on peut faire apparaître des fonds d'architecture, permis de construire, permis de démolir ou d'autres sites. C'est une première, et c'est une première indexation de l'un de nos fonds par nom d'architecte. Elle n'est absolument pas aboutie. On a volontairement mis en ligne des bases de données entre guillemets sales, c'est-à-dire non lissées, non cohérentes, pour permettre de donner à voir au lecteur au moins des images de ces fonds numérisés, que je vous montre ici rapidement. Un tout petit mot sur ce fonds des VO11, il nous tient particulièrement à cœur puisque c'est justement pour répondre un peu différemment à la fameuse notoriété des architectes de tout à l'heure. C'est le fonds de permis de construire sans sélection, sans tri préalable de n'importe quel type de construction réalisée à Paris. Et c'est ça la richesse de cette sélection des permis de construire hors tri. Je reviens là. Il y a d'autres fonds, d'autres plans B pour compléter l'absence de ces permis de construire. C'est si les plans qui vous intéressent ont eu la chance d'être commandés par un chercheur précédent, c'est-à-dire une reproduction a pu être faite par notre service reproduction, et par ce biais-là, nous pouvons conserver des photos de plans. Et j'ai répondu récemment à un chercheur sur l'architecte Giraud qui tombe complètement avec que des dossiers dans V11 incommunicables, mais par le biais des photos qui ont été commandées par les chercheurs précédents, on peut retrouver des bouts de ce plan, des bouts de ce fond. Dans notre onglet de recherche, la recherche topographique permet enfin de consulter différentes typologies de documents. Donc, vous voyez là, permis de construire, permis de démolir, mais je vous envoie aussi vers le casier sanitaire qui est là,
Ici, il ne s'agit pas de fonds numérisés, mais de fonds complémentaires de la direction du logement et qu'il faut venir consulter chez nous, mais qui vont être le principal plan, plan B. Oups, non, voilà. Le principal plan B à la consultation des permis de construire, puisque ce fonds du casier sanitaire est constitué à partir du raccordement au tout à l'égout de l'immeuble, des immeubles parisiens, et doivent forcément présenter des plans qui démontrent que l'immeuble a été raccordé au tout à l'égout. Et par ce biais-là, nous avons des plans du rez-de-chaussée, généralement et systématiquement des sous-sols, et ce qui peut vous donner au moins les structures, le point de départ d'une histoire d'une architecture par le sous-sol, et éventuellement dans les étages si le fond si l'architecte en charge de ce raccordement a été soigneux et a fourni aussi à l'administration parisienne les plans des étages pour montrer que tous les appartements sont bien raccordés. Cela me permet d'enchaîner sur la particularité propre des fonds des archives départementales et communales, c'est-à-dire que nous n'avons pas de fonds d'architectes. Nous renseignons les fonds d'architecture non pas à la personne, mais à l'adresse majoritairement, pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, et c'est ce qui rend compliqué la recherche pour vous, souvent, dans nos fonds. La recherche dans nos fonds va se faire principalement par les inventaires en ligne et par l'affichage du cadre de classement, puisque nos moteurs de recherche sont encore trop aléatoires par rapport à l'indexation, les termes d'architecture, les termes propres à la description du dessin d'architecture sont très peu utilisés, ou ont été très peu, ils sont de plus en plus, mais ont été très peu utilisés par nos prédécesseurs pour décrire les fonds. Il faut donc, pour trouver des fonds qui peuvent renseigner l'histoire de l'architecture, savoir se promener dans le cadre de classement que je vous montre rapidement ici, et notamment utiliser des fonds qui sont identifiés dans la hiérarchie de l'administration communale et départementale, des services qui ont pu produire des dessins d'architecture. Donc, le plus grand fonds, c'est les permis de construire, mais dans l'administration communale, les directions techniques, dont Renan vous parlera un peu plus précisément juste après, notamment celle de l'urbanisme ou la direction du patrimoine, qui va diriger la construction et la gestion des édifices publics, sont de très gros producteurs de documents d'archives. Et alors, je n'ai pas eu l'élégance de préparer un beau PowerPoint, mais je veux quand même vous montrer le type de document que l'on trouvera par le biais de ces directions d'architecture. La ville ou le département, en tant que maître d'ouvrage, va documenter la construction des édifices publics et à travers ces inventaires que je vous ai montrés dans l'arborescence ou d'autres inventaires, puisque les archivistes ont parfois des process un peu particuliers, mais aux archives de Paris, et c'est le cas de ces plans-là, les plans qui ont été extraits des dossiers pour être conservés à plat, nettoyés, restaurés, ont reçu des nouvelles cotes, des cotes en FI. Et si les inventaires thématiques que je vous ai montrés dans l'arborescence sont détaillés et accessibles en ligne, l'inventaire des pièces extraites, donc conservées sous la cote 1 FI, 2 FI et 4 FI, ne sont pas encore diffusés sur notre site Internet, et vous êtes obligé de venir nous voir et de venir nous interroger pour pouvoir avoir, ça va arriver bientôt, mais pour l'instant, il faut venir nous consulter pour pouvoir avoir accès à la liste exhaustive de ce type de plan, donc qui va majoritairement concerner les édifices publics, les édifices dont la ville ou le département a la gestion, avait la charge de la construction ou de l'entretien. Ce qui nous emmène à avoir des collection absolument fantastique, méconnue, dont la numérisation est effective pour le 1 et le 2 FI, mais la mise en ligne n'est pas encore faite, et qui détaille aussi bien différentes étapes de la construction que les projets d'entretien et de transformation. Et cela va de tout type d'édifices publics. Nous sommes ici dans les documents de l'Hôtel-Dieu, qui sont des documents
de la construction administrative avec le visa de toute la hiérarchie de l'administration en haut pour des dessins qui ne sont au départ que des dessins techniques, l'identification de la nature des différentes pierres. Dans le domaine de l'école, des hôpitaux, des transports urbains, et tout type de documents et de tout type de qualité. Là aussi, la collecte comme la numérisation fait fi de la qualité du document d'origine. On a numérisé l'ensemble du fond, qu'il soit un joli dessin comme celui-ci, comme ce calque plié, complètement détérioré, qu'on a essayé de sauver, et dont il est difficile de savoir. En fait, il s'agit probablement d'un profil de Corniche ici. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer la variété des documents techniques qui échappent justement à la notoriété de l'architecte ou à la qualité du dessin d'architecture d'origine et qui documentent une architecture parfois plus industrielle, plus publique, moins glorieuse peut-être que les principaux monuments. Alors évidemment, les principaux monuments apparaissent et j'attire votre attention sur deux fonds très particuliers des archives de Paris, deux fonds iconographiques qui sont des édifices gérés par le département pour l'un, donc ici le Palais de Justice, dont les archives de Paris ont reçu le fonds exclusivement des pièces graphiques de l'agence d'architecture du Palais de Justice et qui est conservé aujourd'hui sous la cote 37 FI. Et qui a été décrit que très récemment et dont l'inventaire a été mis en ligne que très récemment et qui est un fonds extrêmement riche, aussi bien de grands dessins lavés de ce type-là que de projets de décors d'intérieur, que de croquis de petits bouts d'architecture ou de relevés d'édifices avant destruction. C'est un fonds d'à peu près 20 000 planches que nous avons tenté de décrire le mieux possible, qui est difficile à communiquer parce que en très mauvais état, mais accessible sur nos demandes. Et c'est là que l'on rencontre parmi nos dessins d'architecture les plus anciens, en remontant ici dans les dessins du couple Duquet-Domey, qui était architecte du palais au début de son histoire, de sa métamorphose au XIXe siècle. Et ce qui nous amène parmi les plus beaux dessins d'architecture de nos fonds. Effectivement, on ne parlera pas tellement de collection, mais véritablement de fonds, parce qu'il n'y a ici pas de sélection dans ces dessins d'architecture du palais. Et l'autre fonds est celui du palais de la Bourse, qui est un édifice public. Et c'est là qu'on peut se rapprocher parfois d'objets de collection, puisqu'on a ici ce plan du Palais de la Bourse qui est là, relativement récent, mais qui est encore dans son cadre d'exposition. Et il est intéressant de voir ces objets qui sont au départ des dessins purement techniques, comme ici la construction des voûtes du Palais de la Bourse signé de Brognard, validé par Brognard en 1812. Donc là, qui sont vraiment nos plus anciens dessins, pas forcément les plus jolis, mais les plus anciens, où on a des dessins techniques qui deviennent des objets d'exposition et qui sont d'ailleurs encore conservés dans leur cadre de l'exposition. Ces dessins techniques compliqués avec multiples retombes qui n'ont absolument pas été conçus pour être exposés, mais qui le sont devenus et qui nous permettent de suivre une histoire d'un bâtiment sur le très long terme. Le Palais de Justice, ce sont des dessins entre 1840 et 1960. Le Palais de la Bourse, on voit les signatures donc de Brognard ici, bon, je ne l'ai pas mis là, mais de Saint-Ange qui suit la construction, de Baltard ici qui valide ce dessin-là plus tard. Et c'est aussi une histoire sur le très long terme, mais qui est, j'allais dire entre guillemets, perdue dans un fond plus générique. Ici, c'est VM 27, et VM, ce sont chez nous les collections des bâtiments publics municipaux. Je pense que je parle déjà beaucoup trop, mais je voulais vous montrer pour terminer, voilà. Un autre fonds pour faire la transition avec avec ce dont va parler Ronan, ce sont les iconothèques, c'est-à-dire la particularité que les services techniques de la ville ont très tôt photographié les chantiers de construction de la ville de Paris. Et c'est aujourd'hui, ce que dit Ronan, là où nos collections s'enrichissent, puisque nous sommes des archives définitives, mais non closes, et on reçoit énormément, et on continue à recevoir, notamment les archives, les versements. Ici, c'était le versement récent
de la direction du patrimoine, aujourd'hui la direction de la construction et du patrimoine, des CPA, qui a été en charge de la construction d'édifices publics ou des décors éphémères à l'hôtel de ville. Je ne peux pas m'empêcher de montrer ces décors d'arbres de Noël à l'hôtel de ville, qui sont des décors éphémères réalisés par les agents de la ville. Et la DCPA s'est aussi énormément attachée à photographier les gestes des agents ou de la construction de Paris. Et j'aime particulièrement cette photo, ou celle-ci, qui montre l'activité de la documentation iconographique des archives de la ville. Alors, donc, changement de décor à vue pour vous parler donc, de ce qui constitue l'une des particularités aussi des fonds figurés, outre la part graphique dont a largement parlé Nicolas, c'est le domaine des archives photographiques dont je vais vous parler à présent autour d'une actualité. Alors, on avait intitulé notre communication j'ai mis itinéraire, détour et perspective. Et la grosse perspective qui se dessine devant nous, c'est en termes d'archives photographiques, c'est les versements qui ont débuté depuis grosso modo 5-6 ans, enfin, par une vague quand même assez dense, de ce qu'on appelait les iconothèques des services techniques de la ville de Paris, dont vous a déjà un peu parlé Nicolas, et qui arrivent par paquets considérables, car c'est véritablement le domaine des grands nombres, puisqu'à l'issue de cette première phase de versement, qui devrait s'achever l'année prochaine, vous avez ici les grandes directions et associations aussi ayant une délégation de mission de service public, comme l'Atelier parisien d'urbanisme à l'Apure ou le pavillon de l'Arsenal, dont on est en train de préparer le versement de son iconothèque, et qui se terminera l'année prochaine. Nous aurons donc en 5-6 ans à peu près de collecter plus de 200 000 nouveaux documents iconographiques sur l'histoire urbaine et architecturale de Paris. Essentiellement donc des phototypes, c'est-à-dire des tirages, des diapos, comme vous pouvez le voir. Enfin, je ne sais pas si pour vous, ça, si c'est assez gros. Des tirages, des plaques de verre pour les supports les plus anciens, des tirages papier le plus commun, et puis beaucoup de négatifs, et aussi de diapositives, qui est le support roi des années 70-80 pour ce qui est de la documentation photographique. Donc, c'est véritablement un enrichissement considérable. Alors, au départ, je n'avais pas prévu de vous parler des conditions des versements et de la collecte, mais David Pestret a finalement très bien illustré ça, donc ça pallie l'absence de photos à ce sujet-là. Mais c'est vrai que quand on fait une collecte, on n'a, j'avoue, pas le temps de prendre des photos, surtout quand on voit arriver, comme par exemple l'iconothèque du pavillon de l'Arsenal sur laquelle on est en train de travailler en ce moment, 150 000 phototypes. C'est assez dodu, il faut le dire. Nous engraissons très vite. Et les perspectives à venir après 2023 sont équivalentes entre 200 000 et 250 000 nouveaux documents iconographiques, principalement des photos que l'on voit arriver au loin. Donc, pourquoi ces versements rapidement, pour vous donner un peu le contexte et pour ne pas perdre trop de temps, bien simplement, généralement, les directions techniques n'ont plus de place. Il faut soit dans le cadre de travaux, de déménagement ou simplement de recherche de place, on vide le placard à archives, c'est vraiment ça. Et on appelle les archives de Paris, qui sont donc, suivant les dispositions légales, l'aboutissement de ces archives désormais définitives. Donc, on nous appelle, on y va, on fait la collecte, on dénombre quand ça n'a pas été fait. Et alors, pour reprendre les perspectives qu'avait tracées notamment David Pestret sur la question de la collecte sélective, du choix dans les fonds, nous ne faisons pas de choix, on prend tout, sauf les doubles. Généralement, les doublons sont éliminés par les services versants et donc nous prenons tout le reste. Alors, la question des doubles est facilement solutionnable. Reste pour nous la question de ce que j'appelle moi les multiples, c'est-à-dire des vues d'un même édifice ou d'une même disposition végétale, parce qu'on a les archives de la DEV, enfin pardon, de la Direction des espaces verts et de l'environnement. Donc là, par exemple, vous avez un parterre pris sous 3 angles différents. Ça, on prend tout. Alors, il est vrai que pour l'instant, moi, j'aimerais bien que nous définissions une politique sur la question des multiples. Est-ce que là, peut-être une sélection est à faire? Mais en attendant, dans le doute, peut-être à l'ancienne, nous prenons tout, ce qui représente des volumes considérables. Alors, je ne reviens pas sur la question du matériel, parce que tout ça fait l'objet, bien sûr, in fine, d'un reconditionnement pièce à pièce, par exemple, pour ce qui est des tirages photographiques, dans des pochettes en papier neutre. Mais surtout, il y a tout le travail qui reste à faire, qui est la part de l'archiviste, qui est de traitement, création des inventaires, dont vous avez déjà vu quelques exemples dans les communications précédentes. Donc, un travail intellectuel, un travail scientifique de normalisation des légendes, de normalisation de manière plus générale des instruments de recherche, et puis surtout
pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, un gros travail d'indexation. Parce que le but de tout ça, c'est de vous les communiquer. Alors, ce que vous avez là ne va pas vous être communiqué tout de suite parce qu'il y a un travail de numérisation à faire aussi, parce que beaucoup de ces supports sont fragiles, les plaques de verre, évidemment. Les diapos, les négatifs aussi s'abîment souvent très vite. Et surtout, on n'a pas de quoi on n'a pas le matériel pour les lire. Enfin, si on a une visionneuse à diapos, on va faire des soirées diapos avec les diapos de la direction des espaces verts et de l'environnement, vous pouvez. Donc, bref, la solution, c'est de numériser. Donc, tout ça, vous voyez, représente une communication sur le temps long de la numérisation, temps long de la préparation aussi des instruments de recherche et l'indexation fine. Donc, généralement, comme disait Nicolas, c'est à l'auteur des photos, à l'architecte quand on a des noms mentionnés et surtout topographique. Notre grande indexation, le moyen le plus facile pour retrouver ces documents iconographiques, d'après la base que vous avez montré Nicolas, c'est de les indexer à l'adresse. Donc, c'est un long travail, patient, ce qui fait que ce que vous avez là, qui est le produit de nos collectes des dernières années, certaines sont déjà disponibles. Vous avez à la demande plutôt, pas encore en ligne forcément, mais sur ce système intermédiaire dont vous a parlé Nicolas. Certaines photothèques, comme par exemple la DCPA, oui, je vais vous en montrer pas mal. Le fonds ancien, les plaques de verre, la DU, la direction de l'urbanisme, 3589W, ce sont nos cotes barbares, archives de Paris. Ça, vous pouvez les voir à la demande. Donc voilà, donc vous voyez, on a finalement, ce qui est intéressant, merci, c'est donc une collecte, vous voyez, qui se fait, ce n'est pas nous qui initions généralement la collecte, c'est les services qui viennent nous voir, mais finalement se dessine finalement une cohérence dans ces versements dont je vous ai présenté une liste sommaire, c'est qu'ils illustrent finalement la transformation du paysage urbain et architectural de Paris depuis 1945. Vraiment, là, on est en train de rassembler des images des grands travaux qui ont vraiment transformé le visage de Paris. J'en suis d'autant plus surpris que moi, je suis moderniste de formation, donc je découvre aussi, il y a certains aspects de l'histoire architecturale de Paris pour lesquels je suis moins familier. Donc, on voit vraiment se transformer à vue le paysage de Paris après 1945. Alors, je vais rapidement vous présenter un peu en images ce que représentent ces fonds autour de quelques idées fortes. D'une part, c'est l'enrichissement de fonds iconographiques existants ou d'images, de thèmes que l'on connaît déjà bien, comme par exemple le Vieux Paris. Et pour illustrer l'enrichissement de ce thème du Vieux Paris en images, eh bien, on peut vous présenter ces plaques de verre de la direction de l'urbanisme qui vous présentent donc ce Paris aujourd'hui disparu, en particulier pour ce qui est de la zone, qui est cette zone périphérique de baraquements en bois principalement, qui s'était logée au niveau des fortifications, des anciennes fortifications de Paris, ou des anciennes rues de Paris, comme si la rue de la Volta, dans le 3e, photographiée en 1943. Donc, c'est vraiment un enrichissement de l'iconographie du vieux Paris qu'apportent ces versements, quelque chose que l'on connaît finalement déjà assez bien. Un enrichissement également toujours de l'iconographie du patrimoine parisien. Par exemple, du 19e siècle, je vous ai mis ici les photos que l'on a reçues de la DCPA. Je ne redéveloppe pas l'acronyme. Par exemple, c'est donc l'église Saint-Jean de Montmartre. Donc, on avait, nous, déjà, dans le fond, dans les 1 FI, extraits des fonds VM, c'est-à-dire les fonds municipaux, donc le fond de l'église Saint-Jean de Montmartre. Alors, malheureusement, on n'en voyait qu'un bout. On avait les plans coupe lavés. Eh bien, on a maintenant des photos de l'état de l'église en 65, avant et après échafaudage. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on va aussi avoir là-dedans, j'ai l'occasion d'y revenir, toute une documentation photographique des travaux et notamment des échafaudages. Pour qui veut travailler sur les échafaudages, on a une documentation visuelle importante. On a aussi des plans, des bleus, beaucoup de bleus d'échafaudage. Donc, on a vraiment une documentation photographique des travaux en cours. Et puis, ce qu'on documente aussi, c'est le patrimoine du XXe siècle, ce sont les constructions du XXe siècle. Et je vous ai pris parmi d'autres, il y en a de nombreux bâtiments du XXe siècle, l'ancienne préfecture de la Seine d'Albert Laprade, construite en 55-56, qui est un bâtiment qui, vous savez, a connu une actualité architecturale, un enrichissement de David Chipperfield. Donc voilà, on a aussi toute une documentation photographique de ce qui est aujourd'hui considéré, comme vous le savez, comme étant donc le patrimoine architectural du XXe siècle. Alors, outre ces enrichissements iconographiques autour de sujets ou de thèmes déjà bien connus et de nouveaux ou d'autres qui sont plus
qui ont plus un caractère de nouveauté. Ce qui est très intéressant aussi et qui peut être un thème fédérateur autour de pour fédérer ces grandes collectes de collections iconographiques, c'est que nous conservons en définitive, c'est ce dont on se rend compte, notamment quand on fait le travail, nous, en tant qu'archivistes de collecte, c'est qu'on conserve la mémoire de ces grands services techniques de la ville et de la ville de Paris et antérieurement de la préfecture de la Seine. Parmi ceux-ci, eh bien, nous avons donc la direction de la construction et du patrimoine architectural, au sein de laquelle il y avait donc une agence spéciale d'architecture, ou agence, qui s'appelait aussi agence d'études et de projets, je crois. Bref, c'est un service support donc, au sein donc, de cette direction technique de la DCPA qui avait donc pour objet d'analyser les besoins, notamment pour les études de faisabilité de travaux, préparation des appels d'offres, des concours. Et c'est une agence d'architecture donc, vous voyez, qui opère sur quasiment un demi-siècle, jusqu'à sa disparition au début des années 2000, et qui survit aujourd'hui dans l'archive, principalement par la photo, parce qu'elle n'a pas laissé de documentation papier véritablement constituée, sinon des dossiers au sein des archives même de la DCPA. Et donc, on a en photo, en image, eh bien, un exemple de sa production qui était assez diversifié. Il y avait bien sûr l'entretien des bâtiments parisiens, comme par exemple ici la Tour Eiffel, photographiée en 82, la création d'architecture éphémère. Nicolas nous en a déjà présenté. J'avais choisi, parce qu'on l'aime bien, c'est une actualité, le débarcadère pour la visite d'État d'Élisabeth II en 57. Donc une architecture éphémère qui n'avait, comme tous ces architectures éphémères, n'était pas vouée à rester. Donc là, vous voyez, on a les photos, par exemple, de cette production architecturale, et aussi au sein donc, de la photothèque de l'Agence spéciale d'architecture, un nombre considérable de photos de maquettes. Ça, c'est aussi une particularité de nos fonds photos, c'est qu'on a beaucoup de photos de maquettes pour des bâtiments, des aménagements d'infrastructures ou des projets aussi. Alors, nous avons peu de maquettes. Hein. On conserve peu de maquettes, on a très, très peu pour X et Y raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais par contre, on a beaucoup de photos de maquettes. On en a vu une ici, par exemple, pour un projet pour l'autoroute Sud dans les années 50-60. Et ce qui est intéressant avec ces photos de maquettes, c'est on les a en présentation officielle, mais on a aussi, ce qui est plus difficile à documenter, c'est la vie de la maquette. La maquette entreposée à la va-vite dans un bureau, l'Hôtel de Ville en 81. On voit, vous voyez, la photo n'est pas vraiment super bien cadrée. C'est la maquette pour le parking souterrain de l'Hôtel de Ville. Une maquette qui a beaucoup voyagé, qui est là dans un des bureaux de l'Hôtel de Ville. Et on a aussi beaucoup de photos de maquettes lors de leur présentation officielle. Alors là, je vous ai mis Jacques Chirac parce que l'iconothèque de la ville des Archives de Paris ne peut pas se passer de Jacques Chirac, il est partout. Avec Lynn Renault aussi, qu'on a beaucoup, mais c'est un autre sujet. Et donc, ce qui est très intéressant là, c'est que, et c'est vrai que là, c'est mon côté moderniste qui aime bien ce genre de photos, c'est qu'on a la vie institutionnelle de la maquette. On aimerait avoir des images de Louis XIV voyant les maquettes de Bernin pour le Louvre, et on ne les a pas, mais on a Jacques Chirac qui regarde effectivement la maquette de ce grand chantier d'aménagement qui était le parking souterrain de 80. Il faut que j'avance, oui. Je parle toujours beaucoup. Autre chose qui est intéressante, qui revient un peu aussi au thème soulevé par cette matinée, c'est le statut de ces photos. Beaucoup de ces photos sont réalisées alors, soit par des photographes intégrés à ces directions techniques, mais souvent, les campagnes photos sont sous-traitées auprès d'agences privées, comme par exemple celle d'Henri Barranger, qui est un photographe enregistré comme photographe industriel, qu'on retrouve à Paris dans toutes les archives départementales parce qu'il a photographié les grands chantiers d'infrastructure. Et chez Barranger notamment, il y a souvent une portée, une intention esthétique qui paraît, ou alors c'est moi qui dans mon regard, trouve que comme il y a beaucoup de ces photos qui sont très belles et qui interrogent pour certaines, pas pour toutes, hein, là, je vous ai fait une belle sélection, le caractère esthétique, artistique de cette documentation qui, en premier lieu, reste technique. Car le but de ces photographies de chantier, c'est véritablement de documenter la chronique du chantier, comme par exemple celle de l'aménagement des parkings souterrains parisiens. On a là reçu un fonds considérable qui documente plus de 50 ans de travaux d'aménagement de parkings souterrains à Paris. Et ces photos, elles sont là pour documenter la chronique de ces chantiers. Les photographes viennent tous les 15 jours pour suivre en image l'évolution du chantier. Alors, on ne peut pas aussi, quand on travaille sur ces fonds iconographiques, se départir d'une visite dans les dossiers papier. Car dans les dossiers papier, vous allez trouver parfois quelques photos, mais c'est très rare, mais surtout les plans qui vont avec.
notamment pour l'aménagement des parkings souterrains. Et donc, il y a une cohérence qui se fait avec la documentation papier administrative que nous conservons également. Donc, il faut toujours penser à aller voir les dossiers papier rien que pour contextualiser la production de ces photos, de ces campagnes photographiques. Néanmoins, et je finirai là-dessus rapidement, ce que ne couvrent pas les dossiers papier, comme par exemple celle de l'aménagement des parkings souterrains, c'est plusieurs thèmes qui apparaissent et qui peuvent intéresser l'historien de l'architecture, en particulier autour de la question du chantier et des travaux. C'est notamment la question des abords du chantier, de ces grands chantiers d'urbanisme de la deuxième moitié du XXe siècle, celle de la gestion des flux, par exemple, les flux automobiles que l'on voit ici dérivés par des jeux de palissades, que l'on retrouve vaguement évoqués dans le dossier de ce parking souterrain, c'était le parking souterrain du boulevard Saint-Germain, et aussi la place des piétons autour de ces grands chantiers. C'est très intéressant. La photo documente aussi la circulation des piétons, les flux des piétons. Donc, c'est quelques thèmes en tout cas qui m'ont paru intéressants. Les abords du chantier, c'est aussi la vie du chantier, la cabane de chantier. On a quelques photos, c'est très rare, là, qui viennent d'un fonds privé, le fonds Wagner, qui est un photographe amateur qui nous a versé ces photos et qui a documenté, qui est allé quasiment tous les jours sur le chantier de Beaubourg, notamment en 1974. Et on a quelques photos des ouvriers du chantier dans leur cabane de chantier, comme par exemple un surveillant ou un homme, M. Egoun, dont au verso de la photo, le métier n'est pas précisé. Donc, on a les abords du chantier, la vie du chantier. Et puis, donc, voilà, quelques femmes aussi. Les femmes sur le chantier, elles sont assez rares. C'est très masculin encore dans les années 70, vous en doutez. Et puis, les photos d'ouvriers. Je crois que là aussi, c'est très intéressant. C'est que pour qui veut travailler sur l'ouvrier, sur l'image de l'ouvrier sur ces grands chantiers, on a là un nombre considérable de photos d'ouvriers au travail avec la machine. Là aussi, on a beaucoup de photos d'engins de chantier. Et ce qui revient à conclure, comme l'a fait Nicolas, sur aussi une autre dimension qui est le geste de l'ouvrier, le geste du travail. Et ça, on a quelques photos, soit dans les fonds privés, soit dans les versements publics. Celle-ci, vous l'avez déjà vue, elle est effectivement très belle. C'est le geste presque en majesté de l'ouvrier, pour lequel on a aussi, au-delà de la chronique du chantier, quelques clichés très intéressants et qui, là encore, posent la question aussi du statut de ces images. Outre de la documentation, est-ce qu'il n'y a pas là une intention, un travail, une documentation sociale, une intention esthétique, artistique dans ces photographies et qui pose effectivement la question du statut et aussi de la lecture que l'on peut faire de ces images en tant qu'historien de l'architecture. Voilà, j'en ai terminé là-dessus. Pour vous dire, voilà, bien, la meilleure solution en attendant les inventaires en ligne ou les numérisations, parce que beaucoup des étudiants d'école d'architecture nous disent « mais tout n'est pas numérisé ». Non. Par contre, nous savons où ça se trouve, donc j'espère que Nicolas et moi, nous vous avons incité à venir nous voir. Voilà. Merci pour votre attention et pour également votre invitation. Merci beaucoup Nicolas Courtin et Ronan Gauthier pour cette présentation très riche où on a vu, je termine effectivement sur ce qu'on vient de voir à l'instant, comment est-ce que le document administratif peut aussi prétendre finalement à ce statut d'œuvre d'art, comment il va renseigner sur des champs de l'histoire de l'architecture qui longtemps ont pu paraître un petit peu secondaires, voire un petit peu négligés, l'histoire des échafaudages, du chantier, des engins de chantier, l'histoire également de l'utilisation du vide, des espaces publics. On a vu comment, à nouveau, c'est une histoire d'anonymes, une histoire d'ingénieurs, de fonctionnaires qui finalement participent eux aussi à des projets extrêmement importants. Et puis on a vu dans la première partie de votre intervention, Nicolas Courtin, l'importance finalement du rôle de facilitateur de la recherche qu'ont les archivistes, c'est-à-dire on a parlé beaucoup finalement d'indexation et ça me permet du coup d'arriver à cette question qui là aussi a été d'actualité, comment est-ce que l'on peut faire pour finalement faciliter cette recherche à distance à la suite notamment de la pandémie qu'on vient de traverser.